Mes chers amis, bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau thème, toujours dans le sujet qui est développé dans mon second livre, c'est-à-dire comment la nature peut-elle développer tant de complexité et de beauté en partant de choses extrêmement simples. Eh bien, là, aujourd'hui, nous allons voir les grandes transitions par lesquelles l'univers est passé, mais aussi la vie, et ensuite les sociétés et l'homme. Et nous allons voir que derrière ces transitions, il y a des mécanismes un peu communs. Donc nous allons les expliciter et traverser ensemble ces diverses transitions qui ont modifié profondément l'univers et la vie. Pour cela, nous allons utiliser un concept de physique. Beaucoup de choses que je vous présente dans ces vidéos ne sont pas vraiment explicitées par la physique, malheureusement. La physique reste restreinte et surtout, devant les phénomènes les plus complexes, elle n'est pas toujours adéquate. Et pourtant, là, aujourd'hui, nous allons parler de choses qui sont décrites par la physique. Et en physique, on parle de transition de phase. Alors qu'est-ce que c'est? C'est emprunté aux états de la matière. Vous savez, si je prends l'eau par exemple, qui existe dans 3 états, liquide, solide et gazeux, on parle de phase, la phase liquide, la phase gazeuse, la phase solide. Eh bien, la transition de phase, c'est ce qui décrit le passage d'un état de la matière à un autre, c'est-à-dire d'une phase à l'autre. Alors, ce que nous allons voir là, je l'ai généralisé et je l'applique à d'autres choses que les états de la matière. Je l'appliquerai aussi à la vie, aux sociétés et en général à ce qui se passe dans l'univers. Alors que nous enseignent ces fameuses transitions de phase que l'on apprend en physique? Vous en avez une qui se développe dans la bouilloire qui se trouve à droite. Vous voyez de l'eau en ébullition et vous voyez qu'apparaissent partout des petites bulles et vous savez que si vous gardez cette bouilloire allumée, eh bien vous allez en quelques minutes transformer l'eau en vapeur. Alors quelles sont les caractéristiques de ces changements de phase? Je vais m'appuyer sur l'exemple de l'eau en ébullition. 5 caractéristiques. La première, c'est que le changement auquel vous assistez est profond. Et oui, c'est un changement de nature qui est absolument fondamental. Dans cette bouilloire, vous avez de l'eau, vous la voyez, vous pouvez mettre les doigts dedans, enfin si elle n'est pas trop chaude. Par contre, quand cette eau va se transformer en vapeur, là vous ne voyez plus rien. Je vous rappelle que la vapeur, il y en a beaucoup autour de vous, elle est invisible. Lorsque vous voyez un peu de blanc, de nuages blancs, c'est pas de la vapeur, ce sont des gouttelettes d'eau qui sont dans l'air. Donc la vapeur est invisible. Là, en respirant, j'émets de la vapeur d'eau et vous ne la voyez pas. Elle est totalement transparente. Donc vous voyez, le première caractéristique, c'est un changement très profond. On passe d'un liquide qui est visible et que vous pouvez toucher à un gaz qui est invisible. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est que ce changement ne se fait pas n'importe quand. Il se fait au franchissement d'un seuil très précis. C'est à 100 degrés très précisément que l'on passe du liquide au gazeux. Cette transition très brutale, eh bien, c'est ce qui a été utilisé par Celsius pour définir notre échelle de température. Il s'est dit, puisqu'il y a un passage à 100 degrés qui est très précis, et il y en a un autre à 0 degré pour la solidification de l'eau, et que ça se passe à une température très précise, eh bien, nous allons prendre ces deux températures comme étalon. Et c'est ainsi que s'est faite l'échelle des températures, l'échelle Celsius, entre la température de solidification de l'eau 0 degré, on l'a baptisé 0 degré, n'est-ce pas, hein, c'est une convention, et celle de l'ébullition qu'on a baptisée 100. On a appelé l'une 0, l'autre 100, et ça nous a donné une échelle de température. Pourquoi? Parce que ces transitions se passent à une température très précise. Troisième caractéristique, c'est que le milieu se transforme entièrement. Oui, ça ne se passe pas localement quelque part, c'est partout à la fois. Alors, vous en avez une image à droite sur cette bouilloire où vous voyez des petites bulles apparaître partout. C'est donc partout dans le milieu, lorsqu'il atteint 100 degrés, partout se fait la transformation.
Quatrième caractéristique, la transformation est rapide. Par exemple, dans cette bouilloire, l'eau peut rester très longtemps ou chauffer très longtemps, mais lorsqu'elle arrive à 100 degrés, c'est assez rapide. Et là, on a une transition qui se fait en peu de temps. Et puis, il y a une cinquième caractéristique, plus complexe à comprendre, que je garde pour la fin, pour cette raison-là, qui s'appelle la brisure de symétrie. On verra cela plus loin parce que ça joue un rôle très important dans l'univers. Alors maintenant, quelques caractéristiques de ces transitions de phase. D'abord, lorsqu'on observe une transition de phase, c'est un phénomène collectif. C'est-à-dire que l'explication de la transition de phase ne réside pas tellement dans les molécules d'eau elles-mêmes, les molécules d'eau sont les mêmes, hein. Une molécule d'eau de vapeur ou une molécule d'eau liquide, c'est toujours la même chose. Donc il faut chercher ailleurs la raison des transitions de phase. Et il est important de comprendre qu'en général, la transition de phase, elle tient aux relations entre les molécules ou les autres objets qui vont faire une transition. Donc c'est plus dans les relations qu'il faut trouver l'explication. Et pour aller encore plus loin dans cette idée, c'est dans le mode d'organisation de la matière ou des exemples que nous verrons ensuite. C'est donc un mode d'organisation. L'eau liquide est organisée d'une certaine façon, et l'eau vapeur ou l'eau glaçon est organisée sous une autre forme. C'est donc un mode d'organisation qui change. Alors maintenant, plus précisément concernant l'eau, je vais prendre des idées d'Ilya Prigogine. Je vous ai déjà parlé de lui, c'est un physicien prix Nobel qui a un peu révolutionné cette science dans les années 60-70. Donc Ilya Prigogine explique les trois états de la matière: liquide, gazeux ou solide, la glace. Il l'explique justement par la relation entre les molécules. Alors ce qu'il dit d'abord, c'est que dans la vapeur, les molécules d'eau sont libres. Là, j'exhale de la vapeur en parlant, elle part dans l'atmosphère et les molécules d'eau sont totalement libres. Prigogine emploie un mot courant pour cela en disant que chaque molécule dans la vapeur ne voit pas les autres molécules d'eau. Elles sont ailleurs. Alors elle les voit quand même parce qu'il y a des chocs. Alors à l'occasion d'un choc, oui, une molécule, entre guillemets, se rend compte qu'il y a une autre molécule. Mais en dehors de ces chocs, elles sont toutes dans l'espace libre et elles ne se voient pas l'une l'autre. Par contre, imaginez maintenant cette vapeur d'eau se condense et elle devient de l'eau. Eh bien là, les molécules d'eau se collent les unes aux autres. Dans l'eau, elles sont toutes collées l'une à l'autre. Elles glissent l'une par rapport à l'autre, mais elles sont toutes collées. Et donc, une molécule dans l'eau voit ses voisines immédiates. Il y en a peut-être 7 ou 8 qui sont collées à elle. Et celle-là, elle les voit au sens, elle n'a pas Dieu, hein, mais elle les voit au sens qu'elle les ressent. La molécule d'eau ressent ces molécules immédiates. Par contre, les autres qui sont plus loin, elle ne les voit pas. Et ça, c'est l'état liquide. Finalement, descendons en température, nous passons 0 degré et cette eau se transforme en glace. Une fois que c'est de la glace, c'est-à-dire un cristal, alors toutes les molécules sont liées les unes aux autres, elles forment un cristal, elles sont donc totalement dépendantes l'une de l'autre et le cristal en question est rigide. Et Prigogine dit que dans cet état de la glace, une molécule ressent celles qui sont autour d'elle, bien sûr, dans le cristal, mais ressent aussi les autres. C'est-à-dire que dans le cristal, il y a un réseau où toutes les molécules, finalement, ressentent les voisines. Alors voilà, fondamentalement, ce qu'est le passage du liquide au solide ou au gazeux. Gazeux, les molécules ne se voient pas. Liquide, elle voit les molécules immédiates. En physique, on dirait elle est corrélée aux molécules qui sont immédiatement près d'elle. Et dans la glace, alors là, elles sont toutes corrélées. C'est-à-dire que dans le cristal, toute molécule interagit avec les autres.
Voilà ce qui se produit et vous comprenez donc que c'est pas tellement la molécule d'eau elle-même qui définit un état liquide, gazeux ou solide, mais c'est beaucoup plus le mode d'organisation des molécules entre elles. Eh bien, lorsqu'on voit ainsi un passage du gaz à l'eau, la condensation, qui crée un état nouveau, ou lorsque on voit l'eau liquide devenir glace, eh bien, il s'agit de phénomènes émergents. Je vous ai parlé très souvent des phénomènes émergents. Eh bien, là, vous avez l'exemple de phénomènes émergents qui sont provoqués par une transition de phase. Voilà, alors j'ai passé beaucoup de temps sur l'eau, mais maintenant je vais passer à d'autres exemples. Eh bien, notre univers est ponctué de transitions de phase, et les premières, les plus importantes, elles surviennent peu après le Big Bang. Je vous rappelle que le Big Bang, au départ, la meilleure façon dont on puisse la définir, c'est une parcelle d'énergie. Au départ, il n'y a même pas de particules, c'est de l'énergie pure. D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle est? C'est vraiment le mystère le plus total. Mais à partir de cette bulle d'énergie, la suite, on a réussi à la décrire, et celui qui le premier l'a fait dans les années 70, c'est le prix Nobel Stephen Weinberg. Nous n'avons aucune vision expérimentale de ce début du Big Bang, mais nous pouvons, et c'est ce qu'a fait Weinberg, nous pouvons appliquer la physique nucléaire que nous connaissons bien dans les accélérateurs de particules, et nous pouvons l'appliquer donc pour comprendre ce qui s'est passé juste après. Alors c'est pas de l'observation, c'est de l'extrapolation de nos théories. Et donc on pourrait contester ce que je vais vous dire, mais bon, actuellement, ça fait l'objet d'un consensus depuis les années 70, et c'est ce qu'on appelle le modèle standard du Big Bang, qui explique donc comment se sont formées les particules. Alors partant de cette énergie, Weinberg nous dit, dans un livre qui s'appelle Les 3 premières minutes de l'univers, Weinberg nous dit qu'en 3 minutes, les différentes particules se sont créées. Alors, elles ne se sont pas créées n'importe quand ni n'importe comment, elles se créent à des températures précises. Imaginez cette bulle d'énergie qui est extrêmement chaude au début et qui commence son expansion. Et en commençant son expansion, elle commence son refroidissement. Et donc cette température très chaude baisse. Et ce que dit Weinberg, c'est que de la même façon que si vous baissez la température de la vapeur d'eau, elle va tomber à un moment à l'état liquide par une transition de phase, eh bien, Weinberg nous dit la température très élevée du Big Bang refroidit et en passant certains seuils, se créent les particules. Vous pouvez imaginer donc la création des particules dans cette bulle d'énergie, un peu comme les bulles que vous voyez apparaître tout à l'heure dans une bouilloire. À une certaine température apparaissent des bulles, et là ce ne sont pas des bulles, ce sont des particules. Vous avez donc la création des particules. À certaines températures, ce sont les photons qui se créent, à d'autres températures, ce sont les quarks, ce sont les électrons, ce sont les neutrinos. Toutes les particules que l'on connaît se forment à certaines températures. Après cela, on se situe donc à 3 minutes, on a toutes les particules qui forment une soupe. On appelle cela un plasma. C'est bien plus tard que vont se former les atomes. Ça se situe non plus dans les 3 premières minutes à partir du Big Bang, mais à 380 000 ans. À 380 000 ans, que se passe-t-il? C'est le moment où les électrons sont captés par les noyaux atomiques. Vous avez donc une étape précédente que je ne détaille pas ici, c'est la création des noyaux atomiques qui sont chargés positivement. Et dans cette soupe, vous avez des électrons qui sont négatifs. Et à une certaine température, quand ceci se refroidit, une température qui est de l'ordre de 4000 degrés, vous voyez. Donc on est déjà dans des températures plus raisonnables qui sont celles que vous retrouvez à la surface du Soleil. Et bien donc à 380 000 ans du Big Bang, la température est devenue suffisamment, entre guillemets, froide pour que les électrons se lient avec les noyaux. Et nous avons donc
une soupe qu'on appelait un plasma, parce qu'il y avait des charges négatives et des charges positives. Cette soupe se condense dans des atomes. Et là, nous avons vraiment l'apparition de la matière que nous connaissons. En l'espèce, à l'époque, c'est simplement un gaz d'hydrogène et d'hélium. Alors, cette transition à 380 000 ans est très importante parce que c'est à partir de ce moment-là que la lumière a pu aller en ligne droite. Et oui, avant, je vous disais qu'il y avait des charges négatives et positives. La lumière, les photons, ne peuvent pas circuler en ligne droite. Ils s'entrechoquent en permanence sur les charges négatives et les charges positives, et la lumière va en zigzag. Par contre, lors de cette transition, il y a 380 000 ans, la lumière peut d'un seul coup traverser l'espace sans être déviée. Et c'est cette lumière qu'on appelle le flash du Big Bang, qui est encore visible aujourd'hui. Et vous savez, on l'a détecté dans les années 60, ça a été, je dirais, la preuve irréfutable du Big Bang. Et ensuite, on en a fait une magnifique photographie que je vous ai présentée plusieurs fois, la photo de la lumière de l'époque, 380 000 ans, qui est la photo en fait d'un gaz. Alors voilà une transition majeure, et cette photo du Big Bang, je vous l'avais dit, c'est pas le Big Bang, hein, c'est 380 000 ans après, mais cette photo, le flash du Big Bang, est aujourd'hui une source d'information extraordinaire pour les astrophysiciens. Alors maintenant, je vais sauter à une transition qui a eu lieu bien plus tard, c'est l'apparition de la vie sur Terre. La vie sur Terre, eh bien, ça reste encore très mystérieux, mais c'est un mystère qui commence à un peu se dissiper, disons, par touches successives, et ce sera l'objet de mon prochain livre, car je pense qu'on entrevoit aujourd'hui comment on a pu passer de la matière minérale à la matière vivante. Eh bien, ce passage, je l'ai déjà décrit sommairement dans une autre vidéo, mais je vais le faire beaucoup plus précisément dans le prochain livre. Et ce passage s'est fait à travers, là aussi, des transitions de phase. De même que juste après le Big Bang, vous avez des transitions de phase qui ont créé les particules une par une, les quarks, les électrons, les photons, etc. Eh bien là, vous avez aussi des transitions de phase. Je vais en citer trois. Une, c'est le passage de la matière chimique minérale, qui est relativement simple, à la matière qu'on appelle organique, c'est-à-dire des macromolécules. Ce sont des molécules qui ont des formes de chaînes, et à partir du moment où les molécules sont capables de se lier en chaînes, alors la variété chimique devient infinie. Et ça, c'est une première transition de phase. Si dans un milieu se créent ces chaînes, qu'on appelle des polymères, eh bien la variété explose littéralement. Et ça, c'est un changement à la fois brutal et profond. C'est une transition de phase. Ensuite, avec ces chaînes apparaît l'autocatalyse, c'est-à-dire le fait que dans un milieu chimique, des molécules puissent catalyser les réactions. Et ça, c'est la deuxième transition, celle de l'autocatalyse, qui, je le pense, est vraiment l'origine de la vie. Ensuite, ou parallèlement, il y a une mutation très importante, c'est le moment où apparaissent spontanément des vésicules de lipides qui forment des espèces de gouttelettes, comme les cellules ou comme les bactéries, qui sont des espèces de vésicules qui contiennent tout un contenu chimique. Eh bien, lorsqu'apparaissent ces vésicules, la chimie complexe de la vie peut se protéger à l'intérieur d'une vésicule, et là, eh bien, c'est vraiment l'apparition du premier être et de la première protocellule. Donc, vous voyez, je vous ai cité trois transitions, il y en a d'autres, mais celles-là me paraissent les plus déterminantes au début de la vie. Le passage aux macromolécules, l'accroissement de la variété chimique, l'apparition de l'autocatalyse, qui encore fait exploser la variété chimique et la complexité, et en même temps la compartimentation qui permet de protéger cette chimie complexe dans une enceinte, si vous voulez. Là, c'est l'apparition du premier être, la première protocellule. Et maintenant, je passe à des transitions de phase qui intéressent la Terre. Eh bien, une transition de phase qui a été extrêmement
déterminante pour la Terre, c'est l'apparition de la vie. La vie a totalement transformé la Terre. Je vous disais un jour qu'en me promenant dans les montagnes des Préalpes, je me rendais compte en marchant que tout ce que je voyais autour de moi avait été créé par la vie. Bien sûr, les arbres, la forêt, les animaux, mais aussi le macadam sur lequel je marchais, sur une route. Le macadam vient du pétrole, donc de la vie. Je regardais aussi les montagnes calcaires qui m'entouraient. Toutes ces montagnes sont faites de calcaire qui vient d'organismes vivants qui ont déposé leur squelette au fond de l'eau il y a très longtemps. L'oxygène que je respirais lors de cette promenade venait aussi des êtres vivants. Avant les êtres vivants, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Aujourd'hui, le milieu terrestre s'est totalement transformé grâce à l'oxygène qui vient de la photosynthèse, qui vient des êtres vivants, et c'est une transformation majeure. Donc, si on avait pu survoler la Terre il y a 4 milliards d'années avant l'apparition de la vie, on aurait vu quelque chose qui ressemble probablement à la planète Mars. Si on avait pu prendre une photo 1 milliard d'années plus tard, eh bien, en tout cas dans les océans, tout ça a été transformé radicalement. Ensuite, lorsque la vie est sortie de l'eau et est apparue sur les continents, c'est toute la surface terrestre qui a été profondément modifiée. La Terre, elle subit une autre transformation actuellement, c'est l'impact de l'homme qui la provoque. Et c'est ce qui fait qu'on parle souvent d'une nouvelle ère géologique qu'on appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une ère qui commence lorsque l'homme s'est tellement développé qu'il a un impact majeur sur la planète. Lorsque j'étais jeune, on n'était pas très conscient de cela. Je vous racontais que lorsque j'allais en vacances petit en Espagne, dans un village de pêcheurs, je voyais tout le temps les pêcheurs jeter toutes les ordures dans la mer. Je voyais les égouts de la ville descendre quelque part dans un long tuyau qui allait se jeter plus loin au large dans la mer. Et on avait cette idée en tête que la mer était tellement grande que finalement elle pouvait digérer tout cela. Et ça ne nous traversait pas l'esprit à l'époque. Ces pêcheurs qui jetaient tout à la mer, finalement, n'avaient pas l'impression de faire quelque chose de mauvais. Alors maintenant, on se rend compte qu'au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique, il y a des continents de plastique qui font une surface égale à plusieurs fois celle de la France. Donc on se rend compte maintenant, depuis une génération, de l'impact important de l'homme sur la planète, la chute de diversité, l'influence sur le climat, etc. Il n'y a pas de doute que la Terre se transforme et c'est le démarrage d'une nouvelle ère, on ne sait pas à quoi elle mènera, qu'on appelle l'Anthropocène. Voici les grandes transitions que j'ai voulu vous citer, celles qui se sont produites au début après le Big Bang, celles qui se sont produites sur Terre avec l'apparition de la vie, et les transformations de notre planète, dont la dernière qui est en train de s'orchestrer. Maintenant, je vais aller plus dans le détail à propos de la vie, parce que la vie, depuis 4 milliards d'années, est passée par plusieurs transitions extrêmement improbables. C'est cela qui est tout à fait étonnant, et que j'ai listé sur ce graphique. Alors vous voyez ici 4,6 milliards d'années par rapport à aujourd'hui, qui est indiqué par le 0. 4,6 milliards d'années, c'est la création de la Terre et du système solaire en général. Et peu de temps après, c'est tout à fait étonnant, mais c'est peu de temps après, entre 4 et 3,8 milliards d'années, on voit apparaître la vie, c'est la transition dont je vous ai parlé précédemment. Qu'est-ce que la vie? Pendant très longtemps, ce sont uniquement des bactéries. Des bactéries qui se diversifient, donc qui commencent à exploiter toutes les niches possibles et imaginables, qui dévorent un peu tout. Alors, ces bactéries, les premières bactéries, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles font de l'oxygène. Les formes de vie de l'époque consommaient au départ des minéraux, puis est apparue la photosynthèse et elles ont commencé à extraire l'énergie de la lumière.
Et en extrayant l'énergie de la lumière par photosynthèse, elles se sont mises à émettre de l'oxygène. Vous voyez, donc l'oxygène n'existait pas dans les mers et dans l'atmosphère, c'est les bactéries qui la fabriquaient. Et le petit problème que cela posait, petit entre guillemets, c'est que cet élément, oxygène, qui est très réactif, était profondément toxique pour les bactéries. Vous aviez donc, à cette époque-là, des bactéries qui fabriquaient de l'oxygène, lequel était très toxique pour elles. Alors ça a failli mal se terminer tout ça, parce que le taux d'oxygène est monté dans l'environnement. Au début, ça n'était pas très sensible parce qu'il y avait suffisamment d'espace et d'eau dans l'océan pour que tout ceci se dilue, mais progressivement, cet oxygène a commencé à devenir préoccupant pour les bactéries. Et là, eh bien, a commencé une extinction, c'est-à-dire que les bactéries mouraient de leur propre production. Et on a appelé ça la catastrophe de l'oxygène. Alors moi j'aime bien cet épisode appelé la catastrophe de l'oxygène parce que parfois je fais des cauchemars et j'ai l'impression que c'est ce que l'homme est en train de faire avec le CO2. Nous émettons de plus en plus de CO2. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'énergie et que nous avons trouvé cette énergie dans le sous-sol. Nous sommes donc allés déterrer ce que, de façon patiente, la vie avait enterré à l'époque du Carbonifère. Donc toute la masse de l'époque végétale s'est transformée en charbon. Ensuite, ce sont des petits animaux qui mouraient dans les mers et qui se déposaient au fond et qui ont finalement donné le pétrole. Mais tout cela, c'est la vie qui l'a fait et nous sommes allés déterrer cela. Donc nous déterrons l'énergie fossile et nous la consommons. Et là, en la consommant, nous fabriquons du CO2. Quand je compare à la catastrophe de l'oxygène, eh bien, je pourrais dire la catastrophe du CO2. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que le CO2 n'est pas toxique. Vous voyez, si on tendait un verre plein de CO2 et puis que j'en respirais une bouffée, ça ne me ferait pas de mal, à condition que je puisse aussitôt de nouveau respirer de l'oxygène, parce que j'ai besoin de l'oxygène. Mais le CO2 n'est pas dangereux. Par contre, vous connaissez les effets du CO2, c'est-à-dire l'effet de serre et l'accroissement de la température. Donc, in fine, ça ressemble un peu à la catastrophe de l'oxygène. Si nous ne réagissons pas, nous finirons étouffés par nos propres productions de CO2. Comment s'en sont tirées les bactéries? Eh bien, comme d'habitude, c'est par les enzymes, c'est-à-dire que les bactéries ont commencé à développer de nouvelles enzymes qui leur ont permis au départ de détruire l'oxygène. Et elles ont donc pu continuer. Mais comme l'oxygène accroissait dans le milieu, ces enzymes ne suffisaient plus et les bactéries continuaient à mourir sous l'action de leur propre oxygène. Et là, s'est produit une transition qui n'est pas décrite aujourd'hui, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais en tout cas, il y a eu une transition, c'est-à-dire que le métabolisme des bactéries a commencé à être capable non seulement de combattre la toxicité de l'oxygène, mais plus que ça, à utiliser l'oxygène. Et là, toutes les réactions du métabolisme dans les bactéries ont commencé à changer, mais de façon absolument drastique. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, on est passé d'un milieu réducteur à un milieu oxydant, et c'est totalement différent. La chimie de la planète a totalement changé. Et de nouvelles bactéries sont apparues qui ont été capables de consommer cet oxygène. Et ce qui est tout à fait miraculeux dans cette affaire-là, c'est que le nouveau métabolisme qui est apparu grâce à l'oxygène a été beaucoup plus performant que le précédent. Donc c'est une histoire merveilleuse parce que vous avez l'étouffement des bactéries, une extinction qui se produit, des bactéries qui commencent à s'adapter à l'oxygène, un changement métabolique profond à la fin qui fait que non seulement elles se sont adaptées, mais qu'elles exploitent l'oxygène d'une façon beaucoup plus performante que ce qui existait avant. Alors ceci nous amène à la transition suivante, que vous avez à peu près un demi-milliard d'années plus tard, c'est l'apparition de l'eucaryote. Alors qu'est-ce que l'eucaryote? C'est la cellule
de votre corps. C'est la cellule de tous les animaux. C'est la cellule de toutes les plantes. Oui, la cellule des plantes est très proche de votre propre cellule. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a utilisé toute la pharmacopée des plantes pour se soigner. C'est parce que les produits chimiques inventés par les plantes agissent sur les cellules des plantes, des eucaryotes, mais agissent aussi sur les nôtres, qui sont aussi des eucaryotes. Donc, tout le monde végétal et le monde animal aujourd'hui utilisent le même type de cellule, avec quelques différences, qui s'appelle la cellule eucaryote. Et la cellule eucaryote, c'est beaucoup plus complexe qu'une bactérie. D'abord, c'est 15 000 fois plus gros, déjà, et c'est capable d'absorber des bactéries, de s'en nourrir même. Donc c'est un animal, je dirais, entre guillemets, beaucoup plus complexe que la bactérie. À tel point d'ailleurs que certains biologistes vont jusqu'à dire que la transition vers l'eucaryote, procaryote c'était les bactéries, eucaryote c'est la cellule, cette transition procaryote-eucaryote était encore plus improbable que la transition du minéral vers la vie. C'est une idée de certains biologistes parce que on pense de plus en plus que la transition vers la vie était finalement relativement probable et c'est ce qui fait qu'on pense de plus en plus que la vie existe ailleurs. Alors, cette transition elle-même en a provoqué une autre qui a mis encore quelques centaines de millions à se faire et qui est elle-même aussi très très improbable, c'est la transition vers l'être multicellulaire. Jusque-là, je vous parlais de bactéries, je vous parlais de eucaryotes, je vous parlais de cellules qui étaient uniques, qui se promènent toutes seules. Il y en a plein dans l'océan, vous savez, le plancton, les protistes, tout cela. Si vous regardez dans une goutte d'eau d'océan, vous avez plein d'êtres monocellulaires. Très simple, il y en a encore beaucoup. Et à l'époque, c'était que ça. Lorsque, un beau matin, il y a, c'est pas très clair, mais c'est de l'ordre de 800 millions d'années, apparaissent les premiers êtres multicellulaires. Et là, il y a une coopération entre les cellules pour se partager, si vous voulez, les fonctions, et elles vivent agglomérées les unes aux autres. C'est un être multicellulaire. Donc, vous voyez bien, je vous disais que les transitions de phase, elles tiennent au mode d'organisation des petits objets qui les provoquent. Tout à l'heure, je vous parlais de molécules d'eau, mais là, je vous parle de cellules, et je vous dis, vous voyez, ces cellules ont changé de mode d'organisation. Elles étaient uniques, elles se promenaient toutes seules dans l'océan avant, et là, elles deviennent, au contraire, organisées entre elles. Donc c'est un mode d'organisation qui fait les transitions de phase. Lorsque se produit cette transition de phase, eh bien apparaissent les premiers êtres multicellulaires. Alors ils étaient très simples, je vous en ai parlé déjà, c'était, disons, des espèces de crêpes posées au fond de la mer, qui pouvaient avancer tout doucement parce que les cellules du dessous avaient des cils, des petits cils qui bougent et qui permettent d'avancer. Et la crêpe en question, elle mangeait ce qui était dessous elle, ce qu'elle trouvait sur le fond de la mer, ce qui était comestible. C'était un être extrêmement simple. Il n'avait que deux sortes de cellules. Les cellules du dessus, dont le but était d'assurer la cohésion et la protection aussi, c'était une espèce de peau, si vous voulez, et les cellules du dessous, qui étaient différentes et qui, elles, déjà, je vous l'ai dit, assuraient une locomotion très lente et assuraient la digestion. Oui, cet être n'avait pas d'estomac. Son estomac, c'était le dessous, entre son dessous et le fond. Là, ça créait une espèce de cavité dans laquelle il pouvait relâcher des enzymes et digérer ce qu'il y avait de comestible et absorber les nutriments. Donc vous aviez là un être multicellulaire, mais avec seulement deux sortes de cellules, celle du dessous, celle du dessus. Vous ou moi, nous avons plus de 200 types de cellules. La cellule de cœur, la cellule de poumon, la cellule de neurone, la cellule d'estomac, etc. Nous en avons à peu près 200, et là il n'y en avait que deux. Donc ça, c'est une transition encore très improbable, surtout
Que les cellules se lient entre elles, c'est finalement pas très improbable. On en a des exemples dans le milieu des bactéries. On sait que les bactéries, quand elles se trouvent dans un milieu peu favorable, parfois elles s'agglutinent, elles forment un gel, une espèce de jelly, dans laquelle elles s'emprisonnent pour attendre des jours meilleurs. Donc le fait que des cellules se lient, ça existe déjà dans le monde microbien. Mais là, il y a un partage des tâches, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont faites pour digérer, d'autres qui sont faites pour avancer, d'autres qui sont faites pour protéger l'animal, etc., etc. Et puis, il y a le problème de la reproduction. La reproduction d'une cellule, c'est très simple, elle se coupe en deux. La reproduction d'un être multicellulaire, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je me reproduis pas en me coupant en deux, ça ferait deux Michel Galliana-Mingo. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut revenir à une cellule élémentaire qui est l'œuf de la femelle fécondé par le mâle, et c'est cette cellule qui, de nouveau, par un cycle compliqué, reproduit tout l'être vivant. Donc, cette transition vers l'être multicellulaire est extrêmement complexe. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui on pense que dans l'espace on a quand même beaucoup de chances de trouver de la vie, mais quand on trouvera la vie, on trouvera probablement des formes de vie très simples comme des bactéries, voire même une protovie encore plus simple que la bactérie. Il est extrêmement peu probable qu'on trouve une forme de vie comme l'eucaryote, et encore moins une forme de vie comme l'être multicellulaire, et encore moins une forme de vie pensante. Donc vous voyez, nous avons traversé, nous, des transitions de phase extrêmement improbables, qui chacune a mis plus d'1 milliard d'années à se faire. Et donc, dans le cosmos, plus on monte dans la complexité, plus la probabilité est faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a pas d'êtres vivants ailleurs, mais ça veut dire probablement que s'il y en a, ils sont très très loin. Vous voyez. Donc il y a une échelle croissante de complexité qui est en même temps une échelle croissante de probabilité et qui en même temps est une échelle croissante de rayons. C'est-à-dire que plus les choses sont improbables, plus on risque de les trouver très très loin. Donc c'est tout le problème de la recherche de la vie dans le cosmos. Alors finalement, la dernière des transitions de phase, c'est celle de l'homme. Alors là, vous avez une transition qui est la bipédie, donc on passe à l'être bipède, mais vous avez surtout la transition vers la culture, c'est-à-dire la transmission d'un savoir d'un individu à l'autre. Et vous voyez, je dis toujours, les transitions de phase sont des questions d'organisation. Lorsque l'homme apprend à parler, est capable de transmettre au moins oralement son savoir, apparaît la culture. Et vous voyez que cette transition, elle a une origine physique, qui est la descente du larynx chez l'homme préhistorique. La descente du larynx permet à l'homme de prononcer beaucoup plus de mots que ne pouvait le faire le singe. Donc il y a une origine physique, mais une fois que cette origine physique se passe, là on entre dans une transition absolument fondamentale qui est l'apparition de la culture, c'est-à-dire la transmission du savoir. On voit très nettement apparaître cette transition il y a 40 000, 30 000 ans, avec les premières peintures rupestres, avec une sophistication tous azimuts des armes, des outils, la taille de la pierre qui se sophistique, les premiers bijoux, les premiers objets d'ornementation, les premiers instruments de musique, etc. Voilà, donc ça c'est l'apparition de la culture, c'est la transition suivante. Maintenant, si on se focalise plus sur l'humanité, l'humanité elle-même, l'histoire, notre histoire, a été ponctuée de transitions de phase qui, à chaque fois, ont modifié profondément la société et toujours, comme je le dis, modification profonde, relativement brève et qui touche tout le milieu, toute la société. Eh bien, j'en cite quelques-unes ici. La première, c'est l'invention de l'imprimerie. Bon, avant, c'était la transmission orale du savoir. Avec les livres, on passe à la transmission écrite. Une accélération très forte se produit grâce à Gutenberg, qui n'a pas réellement inventé l'imprimerie. Avant lui, on imprimait déjà des livres. Simplement,
il fallait que les pages soient gravées dans du bois, il fallait donc patiemment graver des planches de bois pour ensuite pouvoir faire des copies. On arrivait rapidement à l'idée qu'au lieu de sculpter toutes ces pages dans le bois, il valait mieux demander à un moine avec une plume de recopier un manuscrit. Donc c'est comme ça qu'on faisait, c'était beaucoup plus simple. Mais avec Gutenberg, on se trouve avec l'imprimerie moderne, c'est-à-dire à base de caractères mobiles. Le O, le Z, le T, on a toutes ces lettres sous forme de petits caractères qu'on peut assembler. Une fois qu'on les a assemblés, on peut faire passer du papier sous presse et on peut imprimer. Bon, là c'est un développement gigantesque de la culture qui se produit grâce à la duplication ainsi des livres en grande quantité. Bon, ensuite, vous avez la transition de la mécanisation. Donc avant, on utilisait la force animale et la force humaine. Hein. Beaucoup de paysans cultivaient un petit champ à la force de leurs mains. Alors on est passé de cela à la mécanisation. Vous en avez un bel exemple ici sur la photo qui a été prise à la gare Montparnasse d'une locomotive. Bon, on sait que ça a été une mutation très importante. Elle n'a pas été si rapide que ça, il a fallu quand même un siècle pour que tout se mécanise. Alors ensuite, il y a une autre transition, le passage à la démocratie. Alors j'hésite à la qualifier de transition parce que le passage à la démocratie est encore plus lent. Ça a commencé de façon embryonnaire chez les Grecs. On a ensuite retrouvé la démocratie sous forme partielle en Angleterre. Ensuite, il y a eu les révolutions. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une grosse partie du monde n'est pas démocratique. Et on s'aperçoit même que dans les pays démocratiques, il y a une remise en question de la démocratie par certaines parties de la population. Donc j'hésitais à la mettre là dans les transitions, parce que c'est une transition qui est pour le moins hésitante. Alors par contre, une autre qui est très rapide, beaucoup plus rapide que la mécanisation, c'est la numérisation, qui a commencé dans les années 60 avec l'utilisation de l'informatique dans les entreprises, et qui a pris un essor considérable avec Internet et puis l'invention des ordinateurs portables et des smartphones, parce que là, l'informatique a gagné toute la population. Donc c'est une mutation très rapide qui s'est très accélérée au début des années 90 et qui continue, qui est loin d'être achevée. Et s'annonce maintenant la prochaine, c'est l'intelligence artificielle. C'est un peu un prolongement de la précédente, mais je la distingue parce que tout de même, là, il va y avoir des différences fondamentales. Alors, c'est pas le lieu pour parler de ce sujet qui commence à défrayer la chronique, mais je vous ferai simplement part d'un sentiment. Je pense que c'est une transition qui va profondément changer la société, toute la société, et rapidement. Et ce qui, moi, me crée quelque inquiétude, c'est pas tellement le changement profond. Le changement profond, notre société a montré déjà X fois qu'elle était capable de s'y adapter, notamment à la transition Internet récemment. Ce qui me crée plutôt des sueurs froides, c'est la vitesse avec laquelle ça va se produire. Parce que, on l'a vu avec ChatGPT, on a franchi une étape très soudainement et on n'a pas encore très bien compris ce que pouvait faire et ne pas faire ChatGPT. Et dans les cartons, nous avons des formes d'intelligence artificielle beaucoup plus puissantes qui sont en train de se préparer. Donc beaucoup disent que ça risque de se passer très rapidement, et très rapidement signifie peut-être plus vite que ce que les institutions sont capables de faire et de comprendre pour réguler le phénomène et empêcher les excès que cela peut produire. Voilà, donc nous vivrons tous cette transition dans les années qui viennent. Alors maintenant, je termine sur une caractéristique des transitions de phase qui est un peu plus difficile à comprendre, qui est la brisure de symétrie. Les transitions de phase, pas toutes, mais beaucoup, brisent les symétries. Ça veut dire qu'à un moment donné, un milieu est symétrique et cette symétrie se brise. Alors je reviens à une analogie physique, enfin plus qu'une analogie, un exemple physique de brisure de symétrie, c'est l'aimantation. Vous savez que les atomes d'un corps
sont des petits aimants, en fait. Ils ont une petite aimantation, ils ont une direction dans laquelle ils s'aimantent, mais vous ne le voyez pas dans la matière autour de vous, parce que, comme à gauche ici, les petits aimants que j'ai représentés par des petites flèches, ce sont les atomes. Ces petits aimants s'orientent de façon totalement désordonnée, inorganisée. Donc, c'est ce qui fait que les objets qui sont devant vous, ou vous-même, vous n'êtes pas aimantés. Maintenant, dans un aimant, c'est différent. Dans un aimant, vous l'avez ici vers la droite, dans un aimant, il se trouve, pour certaines substances qu'on appelle ferromagnétiques, il se trouve que dans un aimant, tous les atomes s'alignent. Et vous voyez, c'est un phénomène collectif, c'est-à-dire que chaque atome s'aligne sur le voisin. Donc je vous dis, les transitions de phase sont des phénomènes collectifs, et là vous en avez un. Plaçons-nous dans l'hypothèse de l'aimant qui est là, et nous chauffons l'aimant. L'aimant que vous voyez là, il est à 20 degrés, c'est l'aimantation que vous connaissez. Maintenant, à gauche, on a placé un bec benzène là, et on chauffe l'aimant. À une certaine température, il y a une transition de phase. Cette température est très précise, elle s'appelle la température de Curie. Je crois que c'est 820 degrés de mémoire. Et dès qu'on passe cette température, c'est comme dans l'eau, à 100 degrés, on passe un seuil. Et bien là, dès qu'on passe la température de Curie, les petits aimants se désorganisent. Vous avez donc dans la partie froide ici un aimant, et dans la partie chaude à gauche, il n'y a plus d'aimantation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'asymétrie dans ce cas-là? À gauche, vous avez des petits aimants qui peuvent se diriger dans toutes les directions. On dit que c'est un état fortement symétrique. Symétrique, ça veut dire que les petits aimants peuvent s'orienter dans toutes les directions. Ils ont le choix, si vous voulez, de toutes les directions. Et on appelle ça quelque chose de symétrique. Prenez une sphère, regardez les rayons d'une sphère depuis le centre jusqu'à un point de la surface. Vous pouvez considérer tous les rayons possibles qui vont du centre à la surface, et vous en avez une infinité, et ces rayons peuvent être orientés dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle une symétrie sphérique. Par contre, lorsqu'on laisse refroidir le morceau de métal, tout d'un coup, à 800 et quelques degrés, température de Curie, les atomes vont tous s'aligner et ça va faire un aimant. Et là, il y a brisure de symétrie. Pourquoi brisure de symétrie? Parce que maintenant, l'atome n'a plus le choix. Avant, il avait pratiquement toutes les directions dans une sphère possible. Maintenant, il n'a plus qu'une direction possible, qui est la direction des copains. Mais là, vous allez découvrir quelque chose sur les brisures de symétrie. La brisure de symétrie, elle est là, c'est l'aimant qui refroidit, il y a brisure de symétrie, et tout d'un coup, tout le monde s'aligne. Question. Tout le monde s'aligne sur qui? Ah, parce qu'ils sont tous désordonnés, les atomes pointent tous dans des directions. Alors, tout d'un coup, à la température de Curie, on leur dit, alors maintenant, vous vous alignez sur le voisin. Ah oui, mais lequel? Le voisin qui est là ou le voisin qui est là? Et puis lui, il hésite aussi à s'aimanter dans la direction où je suis moi ou dans la direction de son autre voisin. Donc, qui s'aligne sur quoi? Eh bien, la réponse, c'est que ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être parce qu'il y a 2-3 atomes quelque part qui sont dans une orientation proche, eh bien, c'est cette orientation qui va prévaloir. Donc, la réponse à la question qui s'aligne sur quoi, en fait, c'est le hasard. C'est le hasard qui fait que l'aimantation va être dans ce sens. Elle aurait pu très bien être dans le sens opposé, ou vers le bas ou vers le haut. Donc il y a un choix qui se fait par le hasard et on tombe dans une brisure de symétrie. Alors vous voyez, c'est important parce que les lois de la physique sont symétriques. Mais quand on descend ici à travers une transition de phase, eh bien, il y a un choix qui se fait. Et les solutions des équations de la physique peuvent, elles, ne plus être symétriques. Et c'est ça qui est important. Je vous en donne un autre exemple, l'eau. Je vous disais, dans la vapeur, les molécules d'eau peuvent se déplacer dans tous les sens.
En physique, on dit qu'elles ont 3 degrés de liberté. Ça veut dire que la molécule d'eau peut se déplacer vers la droite, vers la gauche, vers le haut. Elle a 3 possibilités, donc dans un espace à 3 dimensions, elle a 3 degrés de liberté. Liberté totale, si vous voulez. La même molécule, si l'eau arrive à l'état liquide, ne peut plus se déplacer aussi librement parce que les molécules sont collées. Donc imaginez une molécule qui est collée à une autre, elle va pouvoir se déplacer contre l'autre, vers la gauche ou vers la droite, mais elle ne va pas pouvoir se décoller. Donc elle n'a plus que 2 degrés de liberté. Elle glisse sur les autres. On passe de 3 degrés de liberté à 2. C'est une brisure de symétrie. Et lorsque on descend à 0 degré, et là donc on passe à l'état solide, toutes les molécules s'organisent l'une par rapport à l'autre, un peu comme l'aimant que vous aviez là. Elles sont toutes solidaires, on l'avait dit tout à l'heure, elles ne peuvent plus bouger. Et donc elles ont 0 degré de liberté. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'elles peuvent vibrer, c'est autre chose. Mais en tout cas, elles ne peuvent plus se déplacer. Donc en termes de déplacement, c'est 0 degré de liberté. Vous voyez qu'il y a donc eu, en passant de la vapeur à l'eau et de l'eau à la glace, il y a eu 2 fois transition de phase, c'est ce qu'on avait vu au début, et les 2 fois, la transition de phase a été accompagnée d'une brisure de symétrie. On est passé de 3 degrés de liberté à 2, puis à 0. Alors ça veut dire que les équations de la physique, elles, ne prévoient pas ces directions privilégiées. Les équations de la physique sont toujours symétriques, mais les solutions, selon la température à laquelle on se trouve, les solutions, elles, peuvent briser la symétrie. Et là, on l'a vu dans le cas de l'aimant, il s'introduit la notion de hasard dans les processus physiques. C'est une des introductions possibles. Une image de cela, qui est très simple, c'est le jeu de tennis. Les règles du tennis sont faites pour imposer une symétrie rigoureuse entre les 2 joueurs. Le terrain est symétrique. Comme le vent ou la lumière peut introduire une dissymétrie, bien, on oblige à ce que les joueurs changent de terrain à chaque set, de façon à équilibrer les chances. Donc, vous voyez, on rétablit la symétrie, même si le vent ou le soleil peuvent la briser. Et puis, il y a un arbitre. À quoi sert-il l'arbitre? À garantir que tout cela est appliqué symétriquement. L'arbitre est là pour vérifier que tout est symétrique, et lui-même est assis sur l'axe de symétrie du terrain, là où se trouve le filet. Et quel est le rôle maintenant des joueurs? C'est de briser la symétrie. Et celui qui gagnera, c'est celui qui arrivera à briser toute cette symétrie qui est savamment imposée par les règles et l'arbitre. Il arrivera par sa force, par sa stratégie, à briser la symétrie. Et ce qui rend le jeu intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le joueur pour briser la symétrie. Il y a aussi le hasard. Eh oui, vous le savez bien, dans les sports, c'est ça qui rend le match palpitant. C'est que quand un joueur de football envoie une balle et puis qu'elle cogne sur le poteau, vous savez très bien que le hasard fait que si elle est un petit peu à gauche, ça va tomber dans le filet et là, il y a un but, ou bien ça va tomber à côté. Ou bien le hasard va faire que ça va faire rebondir la balle et le hasard va faire que sur la trajectoire, il y a précisément un attaquant qui va pouvoir faire une tête. Et donc, vous le savez bien, la brisure de symétrie, elle vient de la qualité des joueurs, mais elle vient aussi du hasard. Et c'est cette combinaison entre le joueur et le hasard et des règles et un terrain qui est totalement symétrique au départ qui fait l'intérêt du jeu. Si un jeu de tennis était fait simplement en appliquant les règles, ce serait extrêmement ennuyeux. Imaginez que de part et d'autre du jeu, on ait 2 robots. Et ces robots connaissent les lois de la physique, donc on leur a dit quand vous avez une balle, vous la renvoyez, etc. Eh bien, le jeu serait extrêmement ennuyeux. J'ai d'ailleurs quelques souvenirs de l'époque où vous aviez des matchs entre Lendl et Wilander, par exemple, qui se battaient en fond de court avec des revers liftés, des coups droits liftés. Eh bien, ils avaient un jeu très sûr, la balle tombait toujours dans l'autre camp, et puis l'autre la renvoyait, et lui-même avait des coups liftés qui étaient très sûrs. Et ça faisait des matchs horriblement ennuyeux. Vous aviez des matchs de 4-5 heures comme ça, avec des renvois de balles de fond de court.
Eh bien, c'est un peu ce qui se passerait si le tennis était joué par des robots. Eh bien, la même chose se produit avec les règles de la physique. Si le monde obéissait parfaitement aux règles de la physique, et c'est souvent l'image que beaucoup de physiciens ont en tête, ils pensent que le monde obéit strictement aux lois de la physique. Si c'était vrai, le monde serait drôlement ennuyeux, et je vais plus loin, si c'était vrai, je n'existerais pas et vous non plus. Donc, si le monde a pu devenir si complexe, c'est parce que la nature, à partir de règles qui sont symétriques, arrive à briser cette symétrie. Et il y a beaucoup de moyens de briser cette symétrie, c'est le jeu du hasard qui joue énormément dans les systèmes complexes. Et là, je viens de vous en donner un exemple, c'est un parmi d'autres, les brisures de symétrie. Je vous dis que des règles, des lois qui sont symétriques peuvent, dans leur application, donner des enfants qui, eux, ne sont plus symétriques. Et c'est l'introduction du hasard. Alors, je vais vous donner, pour terminer, deux exemples d'asymétrie qui ont joué un rôle extrêmement important. Alors, le premier, c'est la matière et l'antimatière. Ce que vous avez sur votre gauche ici, c'est un accélérateur de particules. Alors, qu'est-ce que la matière et l'antimatière? Les lois de la physique sont symétriques. Et cela fait que un électron, vous savez que l'électron est négatif, il existe une version bis de l'électron qu'on appelle le positon, qui est la même chose qu'un électron, la même masse, le même comportement, mais chargé positivement. Donc, matière, c'est l'électron, antimatière, c'est le positon. De la même façon, vous savez que les noyaux d'atomes sont faits de quarks. Eh bien, il existe des antiquarks. Chaque sorte de quark a son antiquark, qui est la même chose, un frère tout à fait identique, mais de charge opposée. Le neutrino a son antineutrino. Donc, toute particule a son antiparticule qui existe quelque part. Alors, vous ne voyez pas ça dans la vie courante parce que, et je vais développer ça, si un électron rencontre un positon, il s'attire, moins et plus s'attirent, et ils se choquent, et ça fait un grand feu d'artifice, et les deux particules disparaissent. On dit qu'elles s'annihilent. L'annihilation, particule-antiparticule. Alors elle laisse quand même quelque chose, c'est un flash de lumière très puissant, de rayons gamma. La matière et l'antimatière ne peuvent pas coexister, parce que dès qu'elles se rencontrent, elles s'annihilent. Dieu merci, autour de nous, ce que nous avons, c'est de la matière, et il n'y a pas d'antimatière. S'il y avait de l'antimatière, ça ferait des feux d'artifice gigantesques. Il n'empêche que l'antimatière existe, et je vous en donne un exemple. On fabrique des positons dans les accélérateurs de particules, mais maintenant on en fabrique aussi dans des appareils comme les PET scans. Si vous avez besoin d'imagerie médicale, vous avez l'IRM, le scan, et vous avez un des appareils qui s'appelle le PET scan, et le PET scan repose sur des positons. On envoie des positons pour faire une image médicale. Donc on sait fabriquer ces positons. Alors évidemment, ils s'annihilent aussi vite qu'ils sont fabriqués. Ils vont fabriquer une image de votre corps, puis ils disparaissent. Donc ils ont une vie forcément très éphémère, mais on sait les fabriquer. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, je vous dis, en dehors du PET scan, vous n'allez jamais voir se promener un positon. Il n'y a que des électrons, il n'y a que de la matière, il n'y a pas d'antimatière. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que ça n'était pas vrai au moment du Big Bang. Lorsque, comme le disait Stephen Weinberg, toutes les particules se sont fabriquées les unes et les autres au tout début du Big Bang, donc dans un milieu extrêmement chaud, il y avait de la matière et en quantité égale de l'antimatière. Nous avions donc une soupe de matière et d'antimatière. Et pourquoi les deux ne s'annihilaient pas? Simplement en raison de la température. Il faisait tellement chaud, si vous voulez, que les rencontres entre matière et antimatière étaient extrêmement brèves et il n'y avait pas d'annihilation, les deux coexistaient. Vous aviez donc, au contraire d'aujourd'hui où nous avons un monde de matière,
vous aviez à l'époque un monde de matière et d'antimatière qui coexistaient dans une soupe brûlante. Seulement, je l'ai dit tout à l'heure, l'univers du début, par l'expansion, se refroidit et passe un certain nombre de seuils qui sont des transitions de phase. Et à la 14e seconde du Big Bang, nous arrivons à une transition de phase qui est celle où la matière et l'antimatière vont commencer à s'annihiler. Avant, elles ne le pouvaient pas, mais quand on arrive à la température bien précise de la 14e seconde, eh bien là, elles commencent à s'annihiler l'une l'autre. Vous me diriez pourquoi 14 secondes? C'est parce qu'on sait, dans les accélérateurs de particules comme vous avez ici, on sait fabriquer de l'antimatière et on voit bien à quelle température matière-antimatière peuvent coexister, à quel seuil de température elles ne peuvent pas. On connaît ce seuil de température et on sait que par le refroidissement du Big Bang, cette température a été atteinte à peu près 14 secondes après le début. Et donc on arrive à cette température, à 14 secondes du Big Bang, qui est le moment où la matière va se détruire avec l'antimatière. Et là, vous avez une bataille épouvantable où chaque soldat détruit un autre soldat. Et ils disparaissent tous les deux. Imaginez une armée napoléonienne et en face une autre armée du même genre qui entre en contact. Et imaginez que chaque soldat en tue un autre et que celui-là, avant de mourir, a le temps de lui plonger l'épée dans le ventre. Et ça fait 2 morts. Et chaque fois qu'un soldat touche un autre, ça fait 2 morts. Et donc vous avez les deux armées qui vont s'annihiler complètement. Et à ce jeu-là, vous vous doutez que si une des deux armées a un peu plus de soldats, celle-là aura des survivants. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé à 14 secondes du Big Bang. Toutes les particules de matière se sont détruites avec les particules d'antimatière et il y en avait autant. Pas tout à fait autant. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. C'est qu'il y avait un tout petit excédent de 1 particule par milliard. Et vous avez donc une armée d'1 milliard de soldats qui rencontre une armée de 1 milliard 1 soldats. Si chaque soldat tue son voisin, eh bien, il reste un soldat vivant. C'est ce qui s'est passé à la 14e seconde. Très rapidement, vous avez eu une disparition de toute la matière et l'antimatière. Seulement, il y avait une petite brisure de symétrie. Bien que les lois de la physique soient symétriques, la quantité de matière et d'antimatière n'était pas très exactement la même. Aujourd'hui, après toute cette destruction, il subsiste 1 milliardième de la matière qui existait à l'époque, et ce milliardième, c'est la matière que vous voyez autour de vous. Moi, vous, votre ordinateur, tout cela est fait du tout petit excédent de matière qui, à cette époque-là, a subsisté. Là, c'est fondamental parce que je suis en train de vous dire que la matière autour de vous est due, bien sûr, aux lois de la physique, mais elle est due à cette petite imperfection. Vous voyez à quel point les lois de la nature sont parfaites, mais l'application des lois peut être imparfaite, peut introduire des brisures de symétrie. Et là, vous en avez une magnifique à laquelle nous devons notre existence. Et maintenant, un dernier exemple de brisure de symétrie auquel nous devons aussi notre existence, qui joue un rôle absolument fondamental dans la vie. C'est une asymétrie, de nouveau, entre les substances hydrophiles et les substances hydrophobes. Bon, hydrophile, ça veut dire qui aime l'eau, hydrophobe, qui n'aime pas. Bon, un exemple très simple, votre tartine au petit déjeuner tombe par terre. Bien évidemment, elle tombe toujours du mauvais côté, vous le savez. Vous la ramassez et vous vous êtes mis de la confiture sur les doigts. Il suffit d'ouvrir le robinet et de passer vos doigts sous l'eau, pratiquement instantanément, la confiture disparaît. Parce que la confiture est une substance hydrophile, donc il suffit de la passer sous l'eau et hop, ça disparaît. Si au contraire vos doigts ont touché le beurre, là, vous ne pourrez pas l'enlever, ce beurre, en passant la main sous l'eau. Vous savez qu'il vous faudra du savon. Pourquoi ? Parce que le beurre est un lipide et les lipides détestent l'eau. Donc le lipide n'est pas sensible à l'eau. Lorsque vous faites couler l'eau dessus, l'eau glisse dessus
et ne l'enlève pas. Et pour l'enlever, il faut du savon. Qu'est-ce que c'est que le savon? C'est une substance qui est à la fois hydrophile et hydrophobe. C'est-à-dire que si vous regardez une molécule de savon, un peu allongée, vous verrez qu'il y a une extrémité qui est hydrophile, qui est capable de se lier à l'eau, et l'autre extrémité qui est hydrophobe et qui est capable de se lier au beurre ou aux lipides. On appelle ça une substance amphiphile, c'est-à-dire une substance qui est capable de se lier aux produits hydrophiles et aux hydrophobes. Mais si vous oubliez le savon, on peut dire que pratiquement toutes les substances sont classées entre hydrophiles et hydrophobes. Alors ça tient à une particularité de la molécule d'eau. La molécule d'eau est une molécule extrêmement particulière et qui a des propriétés très singulières, et beaucoup de ces propriétés sont essentielles à la vie. C'est pour ça qu'on a du mal à imaginer la vie en dehors de l'eau. La particularité de la molécule d'eau, c'est qu'elle présente une extrémité très chargée positivement et l'autre très chargée négativement. Donc elle est un peu comme un aimant, si vous voulez. Sur le plan électrique, il y a du plus d'un côté, du moins de l'autre. Et on appelle ça la polarité. Cette polarité, c'est elle qui fait que l'eau est un excellent solvant, mais en même temps qui fait que certaines molécules refusent d'être dissoutes. Et c'est grosso modo les lipides. Donc vous avez finalement une molécule qui a cette polarité, donc, qui est très discriminante, c'est-à-dire qu'à cause de l'eau, le monde chimique se sépare en deux collectivités, la collectivité hydrophile et la collectivité hydrophobe. Il y a beaucoup plus de molécules hydrophiles d'ailleurs, mais vous avez ces molécules hydrophobes qui, elles, fuient l'eau. Et comme elles fuient l'eau, c'est essentiellement des lipides, elles se regroupent en membranes, parce que dans la membrane, elles peuvent se coller entre elles, et ça forme des membranes. Et il y a donc des molécules amphiphiles, un peu comme le savon, qui sont capables de faire de grandes membranes, et en même temps, ces membranes se regroupent en vésicules. Vous avez l'image de ça quand un enfant fait des bulles de savon. Il a un petit cercle et il souffle dedans, et ça fait des bulles de savon. Ici, vous avez à droite des bulles de lipides dans l'eau. Pourquoi se forment ces bulles? Eh bien parce que les lipides détestent l'eau et préfèrent se regrouper entre eux pour fuir au maximum l'eau. C'est très important parce que cette distinction hydrophile-hydrophobe, vous voyez, c'est elle qui détermine l'apparition des premières cellules. Les premières cellules sont certainement apparues grâce à ce phénomène spontané de fabrication de vésicules. Et bon, là je vous parle de l'origine de la vie, mais si vous prenez votre corps, tous les organes dans vos cellules, tout ceci exploite la dichotomie entre hydrophile et hydrophobe. C'est donc une dichotomie fondamentale et qui est due à l'eau. C'est l'eau qui introduit cette brisure de symétrie qui est absolument essentielle dans le vivant. Je vais vous en donner un exemple avec les membranes. Les membranes sont faites comme ceci, de produits qui sont à la fois hydrophiles et hydrophobes et qui se regroupent entre eux pour fuir l'eau finalement. Eh bien, ici vous avez un dessin de la cellule eucaryote dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la cellule de l'être humain, c'est la cellule des végétaux. Elle est comme ceci. Alors, elle est pleine de membranes. Et ces membranes sont toutes formées sur la dichotomie hydrophile-hydrophobe. Alors, vous avez d'abord la membrane qui protège la cellule tout autour, sa paroi. Vous avez dedans des organelles dans la cellule, c'est-à-dire des petits organes. Et quand on regarde ces organes au microscope, on s'aperçoit qu'ils sont faits de membranes. Toutes les organelles qui sont à l'intérieur sont faites de membranes. Vous avez aussi la membrane qui entoure le noyau. Et tout ce qu'il y a entre le noyau et la cellule, c'est plein de petits organelles, qui sont fabriqués de membranes. Et pour achever de vous convaincre sur l'importance de cette brisure de symétrie hydrophile-hydrophobe et des membranes, je vais me concentrer sur un tout petit exemple qui est là, qui s'appelle la mitochondrie. La mitochondrie, c'est une centrale énergétique qui, à partir de l'oxygène et des sucres, fabrique l'énergie de votre corps. L'énergie de votre corps, elle est faite d'ATP, adénosine triphosphate. C'est une molécule qui apporte l'énergie à vos muscles, à vos cellules, à votre métabolisme.
Et elle est fabriquée par les mitochondries, donc ce sont les centrales énergétiques de vos cellules. Une cellule, comme l'eucaryote, qui est là, en possède environ 2000. Ce sont de tout petits organes qui ont la taille d'une bactérie. Vous voyez là, à gauche, vous voyez une bactérie qui est en voie d'être absorbée par la cellule. Eh bien, vous constatez que les mitochondries ont la même taille. C'est pas un hasard, parce qu'on pense, enfin on est à peu près sûr, que l'origine des mitochondries est bactérienne. Ce sont des bactéries qui savaient assimiler l'oxygène, rappelez-vous la catastrophe de l'oxygène, qui ont été absorbées par ces cellules et qui ont trouvé une symbiose avec elles. Je reviens à ces mitochondries. Maintenant, nous mettons le projecteur sur la mitochondrie et que voyons-nous avec un microscope? La mitochondrie, qui est toute petite, est remplie de membranes, mais vraiment remplie de membranes en accordéon qui se replient. Mais il y a beaucoup de membranes à l'intérieur d'une toute petite mitochondrie. Et je terminerai sur ce chiffre tout à fait époustouflant. Si vous prenez toutes les mitochondries de votre corps, donc un être humain, dans ces mitochondries se trouve développée une surface de membrane qui, pour un être humain, représente 4 terrains de football. 4 terrains de football, la surface des membranes qui sont inclus uniquement dans vos mitochondries. Donc si j'ajoutais toutes les autres membranes qu'il y a dans la cellule, là on est très au-delà des 4 terrains de football. Mais vous voyez donc l'importance des membranes, c'est ce qui fait que, à la limite, si un martien débarquait sur Terre et puis faisait l'autopsie d'un être vivant, il enverrait un rapport à ses supérieurs en disant ben voilà, j'ai fait l'autopsie d'un de ces êtres bizarres là qui ont 2 yeux, une bouche. J'ai fait l'autopsie d'un d'entre eux et grâce à mon microscope électronique, j'ai découvert comment il est fait. Je vous expliquerai tout ça à mon retour, mais enfin, sachez pour l'instant que c'est essentiellement des membranes. Un être vivant, c'est fait de membranes. Voilà, et bien ça c'était sur la transition de la vie qui repose en grande partie sur une brisure de symétrie entre les produits hydrophiles, hydrophobes. Les membranes en sont un exemple. Eh bien nous sommes arrivés maintenant à la fin et comme d'habitude j'ai préparé une petite phrase pour conclure et c'est une phrase de Lee Smolin, l'astrophysicien, qui dit que la brisure spontanée de symétrie est le moyen adopté par la nature pour résoudre le dilemme entre unification et diversité. Alors j'apporte 2 commentaires personnels à cela. Le premier, c'est que lorsque l'astrophysicien dit c'est le moyen adopté, moi je dirais non, c'est un des moyens, parce qu'au cours de ces conférences, je vous en montre beaucoup d'autres et le hasard a vraiment beaucoup d'importance dans cela. La deuxième chose, c'est que unification et diversité, vous voyez, ça reprend le thème que j'avais développé dans une précédente conférence, qui était l'équilibre entre l'ordre et le chaos. L'ordre, c'est l'unification et le chaos, c'est la diversité. Et Lee Smolin, c'est un astrophysicien qui répète sans cesse qu'il y a dans notre univers un équilibre entre unification et diversité qui est remarquable. Et moi, j'appelle ça l'équilibre entre l'ordre et le chaos. Mais c'est la même chose. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Voilà, bien, j'espère que cela vous a intéressé et nous reprendrons la fois prochaine le thème de la complexité en voyant d'autres aspects parmi les 1001 astuces que la nature utilise pour fabriquer le complexe et le beau. Cette vidéo est tirée de mon livre « L'univers 1000 feuilles ». Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre sur www.mgm-ec.fr.